Alors, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci de votre intérêt pour le groupe Entreprises en santé. Bienvenue à ce webinaire. Alors aujourd'hui, avec notre conférencière, on va jaser. On va jaser de finances personnelles et de ce que ça peut avoir comme impact sur les employés en milieu de travail. Je m'appelle Véronique Massin, je travaille sur la programmation et les partenariats du groupe Entreprises en santé. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Barbara Demers. Bonjour Barbara. Bonjour Véronique. Alors, Barbara, fondatrice de l'Académie des finances personnelles, je vais en parler dans quelques petits instants. Avant de commencer, quelques mots sur le groupe Entreprises en santé. Alors, le temps que je fasse défiler, c'est ça, mon document. Oh pardon, j'allais oublier, oui, avant la présentation, on va utiliser WooClap aujourd'hui. Je vous invite tous les participants à vous connecter sur wooclap.com et à utiliser le code GESFIN. Et vous allez pouvoir nous dire aujourd'hui comment vous allez. Donc, moi, je me connecte également pour voir si ça fonctionne bien. Envoyez-nous vos messages, comment ça va aujourd'hui, quelles sont vos attentes aussi peut-être, on serait intéressé par connaître vos attentes. Alors, on va laisser le temps à tout le monde de s'inscrire. Donc, GESFIN. Et voilà. Alors, n'hésitez pas à prendre le téléphone ou même aller sur le site wooclap.com, ça fonctionne, ça marche aussi sur votre téléphone, sur Internet. Comment ça va ce matin? Quelles sont vos attentes par rapport à aujourd'hui? Vous pouvez aussi nous envoyer vos messages dans le chat éventuellement. Ah, voilà, les premiers messages arrivent. Ça va bien, merci. Je n'ai pas vraiment d'attente. Ah, de la curiosité donc ce matin. J'entends. Super. Bon, alors je vais vous laisser, n'hésitez pas à vous connecter parce qu'on va vous poser des questions. Barbara va utiliser le WooClap tout à l'heure pour vous poser quelques questions et rendre la session interactive. Voilà. Donc, gardez bien votre téléphone à portée de main. Quelques mots sur le groupe Entreprises en santé. Le groupe a été fondé, c'est un OBNL qui a été fondé en 2004. Aujourd'hui, c'est une référence pour les dirigeants, les gestionnaires et les employés en matière de promotion de la santé globale en milieu de travail. On intervient pour soutenir les leaders, pour construire des milieux de travail favorables à la santé et au mieux-être, contribuant ainsi au développement économique et sociétal. Alors, pourquoi promouvoir la santé et le mieux-être en milieu de travail? Vous voyez, il y a quelques raisons qui s'affichent ici sur votre écran parce que, en tant qu'individu, on passe la majorité de notre temps éveillé à travailler parce que c'est un procédé gagnant-gagnant pour l'employeur comme pour l'employé et parce qu'en plus, c'est rentable sur le long terme. Alors, au groupe Entreprises en santé, nous œuvrons pour que les entreprises intègrent de façon structurée les meilleures pratiques en santé mieux-être. En entamant leur démarche de reconnaissance avec le groupe Entreprises en santé, les entreprises amorcent une démarche progressive, étape par étape, qui couvre la santé de façon globale. L'environnement de travail, les pratiques de gestion, les habitudes de vie et la conciliation travail-vie personnelle et familiale. Alors, on offre toutes les informations pour avancer de façon autonome au rythme de l'entreprise, à la suite de quoi, en fonction de ce qui est mis en place, elles peuvent obtenir l'un des 3 niveaux de la reconnaissance entreprise en santé. Pour vous soutenir dans ce cheminement, on offre des activités, des webinaires comme ce matin, des formations. On offre aussi le manuel d'accompagnement de la mise en œuvre de la norme entreprise en santé et on met à disposition une boîte à outils et évidemment le répertoire des fournisseurs de services du groupe. Donc cette année, on le sait, le monde du travail doit relever de nombreux défis, parmi lesquels le stress, la santé mentale, la rétention des employés, qui reste un sujet vraiment d'actualité aujourd'hui. Et le groupe Entreprises en santé est là pour vous aider à passer à l'action
Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous êtes ici ce matin, c'est qu'il y a certainement des idées qui sont en train de germer. Alors, bravo et bonne continuation dans vos réflexions. Barbara, revenons à notre thème du jour. Je vais prendre quelques instants pour vous présenter. Vous avez été conseillère en placement pendant 23 ans. Vous avez fondé ensuite votre entreprise, l'Académie de finances personnelles, en 2015. Vous avez également élaboré un programme de bien-être financier en entreprise. Vous offrez des conférences sur différents sujets liés aux finances personnelles ainsi que des formations auprès des employés. Donc, avant de vous passer la main tout de suite, je voudrais juste rappeler à nos participants que vous pouvez nous poser vos questions, vos commentaires dans la section questions-réponses. On prendra du temps à la fin pour y répondre. Je vais passer la session justement à recevoir vos avis, vos commentaires et vos questions. Puis, n'oubliez pas de vous connecter à vos claps. Bon webinaire à tous. Merci beaucoup, Véronique. Alors, bonjour à tous, bienvenue. Je suis vraiment contente de vous rencontrer aujourd'hui. Je ne vous vois pas, donc n'hésitez pas à écrire des commentaires que je puisse sentir votre présence. Alors, Jansé, Véronique, est-ce que tu peux enlever ta souris? Merci. Oui. Est-ce que c'est bon? Oui. Oui, merci. Alors, jaser de finances personnelles, quel est l'impact pour les employés? Alors, on sait, là, depuis plusieurs années, vous avez peut-être déjà intégré des programmes d'activité physique. Puis ça, c'est l'activité physique, c'est bien, c'est bon pour la santé, je ne dénigre pas ça du tout, mais c'est quelque chose qui est pas gênant, qu'on sait que ça va faire du bien si on fait du sport, si on est incité à faire du sport, on sait que ça va améliorer notre condition physique et mentale. On a peut-être aussi inclus des programmes de nutrition. Puis ça, la nutrition, bien, on le sait, si on mange bien, si on a des trucs qu'on va gagner pour améliorer notre santé, c'est facilement accepté, ça passe bien. On a aussi, depuis quelques années, la gestion du stress. Hein, on est tous stressés quelque part et on a besoin d'avoir des petits trucs pour améliorer, diminuer notre stress. Donc, ça aussi, c'est bien accepté. Mais jaser de finances personnelles, là, on rentre dans quelque chose qui est tabou. Et ça, c'est un petit peu plus difficile à faire passer, mais on pense que c'est plus difficile, mais en réalité, c'est peut-être plus facile qu'on le pense. Donc, d'en jaser dans l'entreprise avec les employés, c'est déjà de commencer à éliminer le tabou. Alors, j'ai une première question pour vous. Donc, vous pouvez répondre avec vos claps. Donc, la pandémie, est-ce qu'elle a amélioré ou détérioré les finances personnelles des employés? Donc, est-ce que la pandémie a amélioré ou détérioré les finances personnelles des employés? Ou pas d'impact? Peut-être que ça n'a rien fait aussi, on ne sait pas. Donc, on a quand même plus de gens qui pensent que ça a détérioré. Est-ce qu'on a d'autres réponses? Pas d'impact. On a un premier pas d'impact. Donc, ce que ça a fait en réalité, ça a amélioré les finances personnelles. Et on va voir pourquoi. Donc, selon l'Association canadienne de la paix, qui ont sorti un sondage en septembre dernier, les travailleurs qui vivent d'une paye à l'autre sont passés de 43 à 37 en 2020. Donc, moins de gens qui vivent de paye en paye. Puis imaginez, là, si vous êtes une entreprise et que vous avez, par exemple, 100 employés, on va faire un chiffre facile, que 37 des gens qui vivent d'une paye à l'autre, ça veut dire que vous avez probablement 37 personnes dans votre entreprise qui vivent d'une paye à l'autre. Mais on ne sait pas c'est qui, ce n'est pas écrit dans
dans notre face. Alors, le code pour accéder à WooClap, c'est wooclap.com/GESFIN pour finance. GESFIN. Alors, même chose pour les travailleurs qui dépensent toute leur paye et plus. C'était 35 % en 2019. On est rendu à 32 %, donc il y a une amélioration de ce côté-là. Et il y a eu une amélioration du côté des travailleurs qui épargnent plus de 11 % de leur paye. On est passé de 34 à 37 %. Donc, globalement, la situation financière des employés s'est améliorée, mais curieusement, il y a des choses qui se sont passées. Il y a un stress financier qui s'est pointé, qui fait qu'on a réagi différemment. Donc, le stress financier a poussé 11 % des gens à prendre un congé, peut-être pour régler un problème financier. Et ça, c'est comparé à 3 % l'an dernier. Donc, c'est presque 4 fois plus. Il y en a le double, un peu plus que le double des gens qui ont quitté un emploi ou qui sont en quête de nouvel emploi. On est rendu à 16 %. Et souvent, ça va être pour avoir un meilleur salaire pour, évidemment, répondre à nos besoins financiers. On a 19 % des gens, des travailleurs, qui connaissent une chute de leur productivité et c'est presque 4 fois plus que l'an dernier. C'est quand même assez énorme. Et chute de la motivation au travail qui est passée de 24 à 31 %. Et ça, c'est vraiment relié au stress financier. Je m'excuse. Je ne sais pas pourquoi j'ai un petit peu de difficulté, désolée, avec la souris. Et l'Association canadienne de la paie, ça fait quand même plusieurs années, ça fait 11 ou 12 ans qu'elle fait des sondages à tous les ans auprès de différents employés à travers le Canada. Et après 11 ans, ils ont soumis tous les sondages au laboratoire Western Laurier en Ontario pour qu'ils décortiquent qu'est-ce qui s'est passé depuis les années. Donc, le laboratoire Western Laurier, ce qu'il a fait, c'est qu'il a découvert qu'il y avait 3 types de gens. Donc, les gens stressés financièrement. Donc, ça veut dire qu'ils ont de la difficulté à arriver financièrement. On a les gens qui se débrouillent financièrement, que ça va bien, et ceux qui sont à l'aise. Hein. On s'entend que ce n'est pas tout le monde qui a des problèmes financiers. Donc, en 2019, les gens qui étaient financièrement stressés, c'était 26 % et on est passé à 43 % en 2020. Ça, c'est en septembre 2020. Qui se débrouillent bien financièrement, on est passé de 28 à 35. C'est une belle augmentation, mais par contre, ceux qui sont financièrement à l'aise, ça a fortement diminué pour passer de 46 à 22 %. Donc, la pandémie, elle a vraiment un impact énorme sur le stress financier. Maintenant, j'ai une autre question pour vous. D'après vous, quel facteur a pu faire augmenter le niveau de stress des employés? En un mot ou deux, là, quel facteur a pu faire augmenter le niveau de stress des employés? Incertitude, bien sûr. Entrepris l'inconnu, fermeture non essentielle. Perte d'emploi. Perte d'emploi. Oui, absolument. Peur de perdre son emploi. Effectivement. Donc, merci pour vos belles réponses. Effectivement, mais vous allez être surpris avec les réponses que je vais vous donner, mais vous allez voir le lien qui est là. Donc, la principale raison, c'est que les gens ont peur à une récession. Donc, on peut voir clairement de toutes les grappes, donc à l'aise financièrement, se débrouillent financièrement ou stressés. On est passé de
35 à 47 en 2019, entre 63 et 76 en 2020. Et ça, c'est énorme. Le stress, il est vraiment dans le plafond. Moi, je me rappelle, là, quand j'ai commencé à travailler là, à 18 ans, puis en 1981, puis là, il y avait une récession. On parlait de récession. Et là, j'avais peur. Là, je ne savais pas c'était quoi une récession. Je commençais à travailler. Puis là, qu'est-ce qui va se passer? Il va-tu m'arriver de quoi? Je vais-tu perdre ma job? Donc, c'est ça, effectivement, ce que vous avez écrit, ben, c'est des suites de ça. On a peur de perdre notre emploi. On a peur des impacts de la récession. Évidemment, l'inflation, hein, on sait que l'inflation, quand on regarde les statistiques de Statistique Canada, l'inflation qui monte de 1,1 %, on se demande où, parce qu'on n'a pas l'impression qu'à l'épicerie, ça augmente de 1,1 %, mais c'est plutôt entre 5 et 10 %. Donc, l'inflation, oui, ça nous fait peur parce que ça nous coûte plus cher. Puis on ne sait pas combien plus cher est-ce que ça va nous coûter. Donc, on voit que l'inflation était aussi un facteur de stress important. Évidemment, sécurité d'emploi et retraite, qui sont également des facteurs qui viennent ajouter au stress financier. Et pourquoi les gens sont stressés financièrement à cause de ça? Bien, c'est que les gens ne sont pas prêts financièrement. Les gens n'ont pas de plan financier. La plupart des gens n'ont pas d'idée quel est leur coût de vie, combien est-ce que ça leur coûte à tous les mois. Moi, je vous le dis parce que je fais beaucoup de formations auprès de particuliers et les gens n'ont aucune idée combien ça coûte vivre. Donc, si tu ne sais pas combien ça te coûte vivre, tu ne sais pas dans 5 ans combien ça va te coûter, tu ne sais pas tout ce qui va t'arriver, tu as l'impression que c'est comme une petite tempête. C'est ça. Fait que le fait de ne pas avoir de plan financier, bien évidemment que c'est très, très, très dommageable. Et il y a Sanofi qui sort des sondages, évidemment, à tous les ans. Et ils veulent vérifier, bon, quelle est la principale source de stress. Et le stress financier en 2018 était à 38 %. Donc, bien avant les charges de travail, équilibre travail-vie personnelle. Et en 2020, le chiffre est un petit peu moins clair, mais c'est 39 % des gens. Donc, le niveau de stress concernant les finances personnelles demeure élevé en avant de tous les autres stress, mais comme c'est tabou, bien, on n'en parle pas, évidemment. Donc, selon RBC, 71 % des gens, ils ont fait un sondage récemment, 71 % des gens, ils ne savent pas comment faire l'équilibre entre les priorités à court terme, les priorités à long terme. Tu sais, la pandémie, ça a vraiment bouleversé nos finances personnelles de toutes sortes de façons, puis on ne sait plus comment se retrouver là-dedans. Tu sais, c'est un petit peu comme si je vous mettais devant un frigidaire, un armoire, puis un congélateur, puis vous n'avez jamais cuisiné de votre vie. Puis là, je vous demande de faire une recette, je vous demande de faire un gâteau. Vous ne saurez pas quoi faire, vous ne saurez pas quel ingrédient prendre. Mais c'est un petit peu comme ça que les gens se sentent par rapport aux finances personnelles. Et il y a l'IQPF aussi, qui est l'Institut québécois de planification financière, qui a fait un sondage à l'automne et qui disait là-dedans qu'un Québécois sur 4 craint pour son avenir financier. Maintenant, quelles sont les plus grandes sources de stress? Le stress financier le plus important, c'est les liquidités. Donc ça vient vraiment au plafond. Ensuite, on a l'état général des finances qui cause un stress. Comme je vous disais tantôt, les gens ne savent pas combien ça leur coûte vivre à tous les jours. Donc, c'est normal qu'on est stressé par ça. Évidemment, la gestion des dettes. Aujourd'hui, les gens achètent pas selon, ils achètent selon leur capacité financière, ça rentre dans ma paye, mais il n'y a pas de logique dans l'achat. Si la pandémie se détériorait à nouveau, est-ce que j'aurais assez d'argent? C'est une autre source de stress. La valeur des placements, évidemment, quand les marchés montent et descendent, bien, ça crée
un stress, et évidemment la valeur de l'épargne retraite. Et le stress financier, quand on est stressé trop longtemps, bien, il peut y avoir des impacts physiques. Donc, quelqu'un qui a un problème financier qui dure depuis longtemps, bien, il est 3 fois plus susceptible d'avoir des problèmes gastriques. Il est 44 fois plus susceptible de souffrir de migraines. Il risque de faire son risque augmente de 200% pour faire une crise cardiaque et 500 fois plus de chances de faire une dépression. Donc, on peut voir que les impacts physiques du stress financier peuvent être assez importants. Et il y a aussi, évidemment, des impacts non physiques, mais qui se passent dans notre tête. Donc, on peut avoir des conflits. Hein? Imaginez un employé qui se demande comment est-ce qu'il va faire pour payer son compte qui est dû dans 3 jours, puis il n'y a pas de paye qui rentre là. Bien, si un proche ou un collègue de travail passe un commentaire déplacé ou peu importe, mais ça se peut que cet employé-là aille la mèche courte puis que ça fasse des conflits. Donc, ça, c'est des choses qui sont possibles. On va être anxieux aussi, donc on va devenir irritable, on va devenir colérique, on va être malheureux, on ne sera pas bien, on va penser, on dit, ben, on souffre d'anxiété, mais c'est quoi la vraie raison en arrière de ça? De la difficulté à dormir. Donc, 50% des gens qui ont des problèmes financiers ont de la difficulté à dormir. Puis moi, je peux vous dire qu'à mes tout débuts, quand j'ai commencé avec l'académie, je ne servais que des clients particuliers, donc je pouvais voir les statistiques sur mon site web, l'heure à laquelle les gens faisaient des recherches sur des solutions financières, et c'était entre minuit et 7 heures le matin. Donc, les gens ne dormaient pas, cherchaient des solutions pour leurs problèmes financiers. Donc, si tu dors moins bien, évidemment, tu es plus stressé, tu es plus grincheux, tu vas faire du présentéisme au travail, tu risques de faire des erreurs aussi au travail. Donc, en arrière de ça, les conflits, l'anxiété ou la difficulté à dormir, quelle est la vraie raison d'un employé pour qui ça arrive? Maintenant, j'ai une autre petite question pour vous. Quels sont les indices du stress financier? D'après vous, comment est-ce qu'on peut détecter que quelqu'un est stressé financièrement? Donc, quels sont les indices du stress financier? Est-ce que quelqu'un a une idée? La personne en parle, effectivement. Manque de sommeil. Est-ce qu'on a d'autres réponses? Moins présent, effectivement. Même que pour les autres stress. Super. Donc, évidemment, ce que je viens de parler fait partie des indices. Mais moi, je veux vous parler de d'autres indices qui vous permettent de voir si la personne elle est stressée financièrement. Donc, il y a 3 sortes d'indices. Donc, on a premièrement les indices faciles. Donc, un employé vous demande une avance de paye, un emprunt sur salaire, où il y aurait une saisie de salaire. Donc, c'est un indice facile qu'un employé vit un stress financier. Et quand un employé arrive dans votre bureau et qui vous demande est-ce que je pourrais avoir ma paye tout de suite parce que j'ai un compte à payer puis que là, je n'ai vraiment pas l'argent, c'est peut-être un bon moment pour vous, si la personne est ouverte, d'entamer des discussions, de parler avec lui, de lui demander qu'est-ce qui le rend le plus stressé financièrement. Est-ce qu'il aimerait régler cette problématique-là? Donc, si la personne est ouverte, c'est un beau moment
justement pour commencer à l'aider, puis de commencer à parler de finances personnelles, c'est de commencer à régler un problème. Et on a des indices qui sont douteux. Donc, les indices douteux, c'est de l'overtime. Donc, l'employé, pourquoi est-ce qu'il demande overtime? Est-ce que c'est parce qu'il veut s'acheter une maison et qu'il a vraiment besoin d'accumuler de l'argent pour la mise de fonds? Ou si c'est parce qu'il y a des dettes ou des comptes à payer, puis sa seule façon de le faire, c'est de faire de l'overtime. Donc, c'est quoi la vraie raison en arrière de ça? Moi, je peux vous dire, on parlait tout bonnement de ça avec mon conjoint il n'y a pas tellement longtemps, puis il me dit, c'est vrai, il dit, moi, j'ai remarqué au travail, il y a des gens qui font d'overtime, c'est pas parce que pas parce qu'ils veulent ramasser plus d'argent, mais vraiment pour régler des problèmes financiers. Et ce que ça fait quand une personne fait trop d'overtime, ben, elle devient fatiguée, elle devient moins productive, risque de faire des erreurs. Puis lui, il me dit, si tu savais comment j'en ai vu de ça. Donc, l'overtime, ça peut être un indice douteux. Ça ne veut pas dire c'est ça, mais ça pourrait être ça. Séparation, divorce. Donc, l'employé qui se sépare, il ne dira pas, ben, je me sépare parce que financièrement, ça allait plus bien. Ce n'est pas quelque chose qu'on va être porté à dire. Mais 50% des gens qui se séparent, c'est à cause de l'argent. Donc, c'est très, très, très important. Et encore une fois, quelle est la vraie raison en arrière de ces indices-là? Et on a finalement les indices cachés, donc absence pour régler un problème financier. Et on l'a vu en tout début de présentation qu'il y a beaucoup plus de gens qui se sont absentés dans la dernière année pour régler des problèmes financiers. Et prise de médicaments, donc on l'a vu aussi au tout début, si on a 500 fois plus de chances de faire de dépression, ça se peut qu'on prenne des médicaments pour nous aider. Donc, évidemment, c'est un autre indice, mais ça, c'est vraiment caché. On ne peut pas détecter ce genre de situation-là. Et pourquoi vos employés ne vous le diront pas? Bien évidemment, il y a la peur du jugement, de ne pas être à la hauteur, on a honte, on va penser qu'on est mal perçu, passer pour qu'est-ce qu'on n'est pas. L'argent, c'est vraiment intimement relié à nos émotions, à nos traits de caractère. On a l'impression que c'est aussi relié à nos traits de caractère. C'est mal perçu. Il y a le syndrome aussi du voisin gonflable. Hein? Ton voisin s'achète une piscine, il aménage sa cour, surtout ces temps-ci, on sait, depuis 1 an, ça a été fait beaucoup. Il le fait, là, tu te dis, ben moi, j'ai un standing de vie pas mal comme mon voisin, puis moi, j'aimerais ça avoir comme lui, puis là, mais tu fais quelque chose, mais encore mieux. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ton voisin a peut-être imité un autre voisin ou une connaissance, puis lui-même n'avait pas les moyens. Fait que, voyez-vous, c'est un peu une roue qui tourne, qu'on fait des choses pour faire ce que j'appelle les petits coqs, puis ça donne rien parce qu'on fait juste se caler finalement. Et vos employés qui ont des problèmes financiers, ils ne vous le diront pas. Puis ils ne vous diront pas non plus, j'ai besoin d'aide, est-ce que je peux avoir une formation sur les finances personnelles? Parce qu'ils ne savent pas que ça existe. Puis en même temps, ce n'est pas un sujet qu'on veut parler. Et le sondage, l'association l'Association canadienne de la paix, excusez, en 2018, avait posé des questions à ce sujet-là, justement, et c'est seulement 20% des gens qui étaient à l'aise de parler de budget et 16% des gens qui étaient à l'aise de parler de planification à la retraite. Donc, pour vous dire comment est-ce que c'est tabou, c'est vraiment, vraiment important. Maintenant, quel est l'impact du stress financier pour l'entreprise? Évidemment, ça va créer une baisse de productivité
Et il y a Manuvie qui avait sorti en 2016 une étude où elle a pu démontrer que les employés stressés financièrement sont 16% moins productifs. Et on a vu également en début de présentation avec l'Association canadienne de la paie, où là, les employés avouent être moins productifs. Donc, il y a 19% qui avouaient être moins productifs. Au niveau des assurances collectives, évidemment, on va faire plus de réclamations. Et il y a Sanofi qui, en 2018, avait fait dans son sondage, a voulu faire le lien entre les finances personnelles et la prise de médicaments. Et ce qui est ressorti, c'est que pour une personne normale, la moyenne de réclamation était de 9,4 par personne. Et pour les gens qui ont des problèmes financiers, ça passait à 12. Donc, il y avait vraiment une relation entre le stress financier et la prise de médicaments. Et évidemment, la rentabilité va être affectée. Si on prend un exemple d'un employé qui gagne 50 000 et qui est stressé financièrement, qui est 16% moins productif, bien, ça vient de coûter 8 000 à l'entreprise, ce manque de productivité-là. Donc, l'impact est assez important. Et évidemment, bien, plus on va prendre de médicaments, qu'on va bénéficier des assurances collectives, mais plus ça va les faire augmenter. Et Dieu sait que les augmentations tournent facilement autour des 15-20 par année. Donc, il faut faire attention à ça. Il y a des pistes de solutions quand même qui existent. Donc, la première qui est de poser des questions. Comme je mentionnais tantôt, s'il y a un employé que vous voyez qui vient vous voir pour une avance de paie, c'est peut-être le bon moment de commencer à parler de finances personnelles. Si on est à l'aise de parler, on sent, pour tous les employés en général, si on les sent à l'aise, on peut poser des questions verbales, mais on pourrait aussi le faire de façon écrite dans des correspondances que vous avez avec les employés. Faites-leur savoir aussi que c'est correct de ne pas se sentir à l'aise d'avoir un stress financier, qui ne sont pas les seuls, qu'il y a 50% des gens qui sont stressés financièrement et qu'il existe des solutions. Vous pourriez aussi intégrer un programme de bien-être financier ou mieux-être financier. Moi, je dis bien-être parce qu'on ne veut pas être mieux, on veut être bien. Mais en même temps, les deux, ça revient au même. Donc, tout comme on a intégré un programme de nutrition, un programme d'activité physique ou de gestion du stress, c'est la même chose d'intégrer un programme de mieux-être financier. C'est de faire valoir aux employés quels seraient les bienfaits d'avoir un programme de mieux-être financier. Donc, vous pourriez les aider à diminuer le stress financier, ça pourrait améliorer le sommeil, ça pourrait leur apprendre à faire face aux imprévus financiers parce qu'on en a tous. En passant, les imprévus financiers sont généralement prévisibles, c'est entre 5 et 10 000 par personne par année. Donc, c'est quand même super important. Donc, vous pourrez apprendre à mieux gérer les dettes, à épargner. Donc, il y a toutes sortes de bienfaits que l'employé pourrait tirer de ça. Et évidemment, bien, il faut sonder les employés, qu'est-ce qu'ils aimeraient entendre, qu'est-ce qu'ils aimeraient connaître. Tout dépendant de l'âge des employés, le besoin va être différent. Une personne, un employé dans la jeune vingtaine n'a pas le même besoin financier que la personne qui est dans la quarantaine ou dans la cinquantaine. Donc, c'est de vérifier avec eux. Je vous donne des exemples. Comment est-ce que vous évaluez votre niveau de connaissance sur la gestion des finances personnelles? Quel est votre niveau de confiance dans votre capacité à bien gérer? Quelle est votre principale source de stress financier? Donc, en sondant, bien, ça va vous aider à voir où est le besoin. Et moi, je peux vous dire que, bien évidemment, je fais des sondages auprès de mes clients et les gens sont vraiment stressés.
Je me rappelle, il y a des questions que je pose, puis à toutes les fois, je fais le saut. Je pose une question, c'est à quelle fréquence est-ce que vous payez vos factures à temps? Et les gens vont souvent répondre souvent ou toujours. Puis, il y a une autre question, c'est à quelle fréquence est-ce que vous vous inquiétez de payer vos factures à temps? Et la réponse, elle est toujours. Donc, il y a vraiment un stress quelque part et d'apprendre à bien gérer, bien évidemment que ça facilite la diminution du stress. Maintenant, comment est-ce qu'on peut aider les employés? Quels sont les types d'interventions possibles? Alors, il y a des conférences sur les finances personnelles et les sujets, c'est large. Ça peut être le budget, gestion des dettes, les régimes enregistrés, la planification financière, planification à la retraite. Donc, il y a vraiment plusieurs sujets qu'on peut toucher par rapport aux finances personnelles. Ça peut être des formations individuelles. Donc, par exemple, vous savez qu'il y a des employés dans votre entreprise qui voudraient avoir un coaching financier, mais vous pourriez offrir ça à vos employés. Ça peut être une formation de groupe aussi, donc apprendre à gérer ses finances, mais en groupe. Et ce qui est intéressant dans une formation de groupe, c'est que les gens ressortent toutes sortes d'idées, toutes sortes de trucs. Puis c'est vraiment, il y a un effet puissant à la formation de groupe. Ça peut être une journée de finances personnelles que vous organisez avec différentes thématiques sur les finances personnelles. Ou ça peut être un intervenant qui vient passer une demi-journée par mois, puis vous donner la possibilité à vos employés de rencontrer cette personne-là pour aller chercher les conseils dont ils ont besoin. Et ce que je vous recommande, c'est d'avoir des consultants externes qui ne vendent pas de produits financiers. Et ça, c'est important parce que ça ajoute un niveau de confiance, parce que la personne, elle sait qu'elle ne se fera pas vendre de produits. Et ça, c'est vraiment énorme. Moi, je vois la différence entre le stress de comme j'ai peur de me faire vendre un produit, je veux l'avoir, le conseil. Puis ça ne veut pas dire que les conseillers ne donnent pas de bons conseils, là, aucunement, loin de là, mais c'est la personne qui le reçoit, c'est sa perception qui est différente. Quel est le bienfait pour les employés? Alors, évidemment, c'est l'amélioration, premièrement, de la littératie financière. Quand tu améliores ta littératie financière, c'est un petit peu comme apprendre à cuisiner. Donc, tantôt, je vous parlais on est devant un frigidaire, un garde-manger, un congélateur. Si on a des instructions à savoir comment faire un gâteau, donc je vais prendre de la farine, du sucre, du lait, un œuf. Si on a les instructions, on va être capable, on va apprendre. C'est exactement la même chose avec les finances. L'IQPF, dans le sondage qui sortait en septembre dernier, il disait que 66% des gens estiment ne pas avoir les connaissances financières nécessaires. Donc, c'est quand même assez important. Et il y a 57% des gens qui ont besoin d'aide, qui avouent avoir besoin d'aide. Donc, on a besoin vraiment d'améliorer la littératie financière. Et quand on l'améliore, quand on apprend des choses, ça va nous amener à changer de comportement. Donc, si on change de comportement financier, évidemment qu'on va améliorer notre bien-être financier et par le fait même, on va améliorer la santé financière. Si on est en meilleure santé financière, on est moins stressé, on est moins malade et on a une meilleure attitude, bien sûr. Et d'améliorer le stress, pas le stress, de diminuer le stress financier chez les employés, bien, il y a un bienfait, évidemment, pour l'entreprise. Donc, diminution du stress financier, ça veut dire que les employés vont être moins absents, ils vont être mieux concentrés, ils vont faire moins de présentéisme, moins d'erreurs au travail. Donc, ça va évidemment
par le fait même augmenter la productivité. Hein. Rappelez-vous du 16% de moins productif de manuserie. Si on pourrait éliminer ou diminuer ce pourcentage-là, évidemment, ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter notre rentabilité. Et en juillet 2020, il y a un sondage qui est sorti aux États-Unis parce que le mieux-être financier, c'est très, très récent au Québec, puis même au Canada, mais aux États-Unis, ça fait plus longtemps qu'ils travaillent là-dessus. Donc, on a un petit peu plus de données qui viennent des États-Unis. Et ils ont sondé les employeurs. Et en 2020, 40% des employeurs aux États-Unis offraient des programmes de mieux-être financier aux employés. Et ça, c'était comparativement à 17% 3 ans plus tôt, donc en 2017. Ce qui priorise, c'est la gestion du budget, la gestion des dettes. Donc, c'est vraiment là qu'ils en sont. Et 80% des employeurs ont vu immédiatement une augmentation de la rentabilité par l'attraction des employés et la rétention des employés. Donc, ça aussi, l'attraction-rétention, c'est un coût important pour les entreprises et de diminuer le stress financier, ça vient aider, bien entendu. Et finalement, selon Mercer, qui font une enquête à tous les ans qui s'appelle « Dans la tête des employés », ils ont vu que plus les employés améliorent leur mieux-être financier, plus ils ont confiance en leur employeur. Donc, c'est pour dire que le mieux-être financier est beaucoup plus important qu'on l'imagine. Il faut enlever tous les tabous qui entourent ça. Alors, de mon côté, c'était tout. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, merci beaucoup, Barbara. Merci pour ces explications, ces clarifications. C'est vraiment intéressant de voir à quel point, effectivement, donc la question des finances est un tabou. Hein, on ose peu en parler en entreprise, mais à quel point c'est important et les impacts, les répercussions que ça a autant d'un point de vue individuel que sur l'organisation finalement. Et c'est sûr que d'un point de vue de l'employeur, l'employeur n'a pas toutes les solutions pour un employé qui est en difficulté, mais par contre, il peut offrir des ressources qui sont vraiment intéressantes. Moi, j'avais une question. On parlait des États-Unis là à l'instant. Oui. Pour les entreprises qui ont un pied dans un pays puis dans l'autre, est-ce qu'il y a une dimension culturelle aussi dont il faut tenir compte, par exemple entre Canada, Québec, autres provinces, Canada, États-Unis, Europe, Afrique, Asie? J'imagine que le rapport à l'argent n'est pas le même d'un point de vue culturel. Hein? Oui, il y a ça aussi, effectivement. Donc, les anglophones sont un petit peu plus ouverts par rapport à l'argent. Ça a toujours été comme ça. Mmh. Ouais. Oui. Donc, la discussion est plus facile à ouvrir dans ce cas-là. Oui. Donc, il y a comme un travail peut-être, ce que j'entends, c'est qu'au Québec, il y a peut-être un travail un petit peu plus de fond à faire en termes de communication par rapport à ce sujet qui reste très délicat. Oui, je pense que c'est génétique parce que tous les francophones, que ce soit au Québec ou même en France, c'est la même chose. C'est très, très tabou. Mmh. Ouais. Donc, il y a une espèce de génétique, là, comme les finances, ben, on n'en parle pas trop. On n'en parle pas trop. Ouais. Alors qu'on pourrait, ne serait-ce que d'en parler, hein, c'est ça, si j'entends bien le message, c'est ne serait-ce que d'en parler, déjà, ça lève un peu la cocotte minute, ça fait Exactement. échapper un peu de vapeur. Et puis, et j'aimais beaucoup aussi la statistique qui disait que finalement, la plupart des gens arrivent à régler leurs factures à temps, mais Oui, qu'ils n'en ont pas, ils en ont néanmoins un énorme stress de payer à temps, alors qu'ils arrivent quand même oui, à arriver à leur date limite là. oui. Donc c'est ouais, fort intéressant.
Une question, oui, une question. Quels sont les sujets les plus populaires, d'après, votre expérience sur le terrain, en matière de finances personnelles? Alors, le plus populaire, c'est évidemment la gestion du budget, Mmh. euh, la gestion des dettes aussi, mais vraiment le budget. Je dirais celui-là, c'est le plus important. Puis les régimes enregistrés, exemple, les rires, CELI, hein, parce qu'il y a quand même 50% des gens qui ne peuvent pas distinguer la différence entre les deux, puis c'est quoi l'utilité de chaque. Donc, les régimes enregistrés, incluant le régime épargne-études, c'est aussi un autre sujet d'intérêt beaucoup. Ouais, 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 ouais. Oui, puis finalement, là aussi, encore une fois, le REER, certaines entreprises ont des plans au sein même de leur entreprise. Donc, c'est d'autant plus intéressant qu'ils l'expliquent et qu'ils vulgarisent un petit peu en quoi ça consiste. Oui, ouais, ouais, tout à fait. On voit bien le lien. Oui. Une autre question, est-ce qu'on a des statistiques qui prouvent que le bien-être financier peut être amélioré? Parce que d'en parler, oui, c'est une chose, mais est-ce qu'on est sûr de ça, que ça peut être amélioré? Ben, comme je mentionnais tantôt, c'est un sujet qui est très, très, très récent. Mmh. Donc, il y a très peu de statistiques. Mais j'ai trouvé une compagnie aux États-Unis qui s'appelle Financial Finesse. Et eux, ils ont implanté des programmes de mieux-être financier en entreprise et ils ont sondé évidemment les employés. Et en 2013, je vais vous donner juste quelques statistiques comme ça, là, vraiment intéressantes. En 2013, ils posaient une question, je me sens en contrôle de mon argent. Donc, 67% des gens se sentaient en contrôle de leur argent. Et ces gens-là ont vécu évidemment le programme de mieux-être financier. Et en 2018, c'était rendu 80%. Donc, c'est quand même une Mmh. belle augmentation. Euh, je suis confortable avec mon niveau d'endettement. Donc, c'est passé de 58 à 67%. C'est quand même Mmh. intéressant. Je paie mes factures à tous les mois. C'est passé de 86 à 93%. Mmh. Et le plus intéressant, je suis sur la bonne voie d'atteindre mes objectifs de retraite. C'est passé de 21 à 57%. Ouf, C'est quand même effectivement. assez impressionnant. Oui. Donc, oui, il y a un impact, mais c'est vraiment sur le long terme. C'est un petit peu comme faire de l'exercice. Ce n'est pas le premier mois parce que tu en as fait un mois que tu vas euh, Mmh. améliorer ta condition physique. C'est vraiment sur le long terme. Même chose pour la nutrition, c'est sur le long terme. Fait que tout est sur le long terme. Ouais. Mais c'est Est-ce les seules statistiques qu'on a. Ce qu'il y a beaucoup comme statistiques, c'est qu'est-ce que ça crée de façon négative, le stress financier, mais on n'a pas assez de programmes de mieux-être financier qui ont été implantés ici au Canada pour avoir des statistiques. D'ailleurs, en parlant de programmes de mieux-être, qu'est-ce qu'on peut y retrouver dans ces programmes de mieux-être, justement, des outils, en quoi ça consiste? Oui, effectivement. Donc, le premier outil à fournir dans le programme de mieux-être, qui est un fichier de budget, hein, Mmh. parce que ça, c'est un outil thérapeutique. Les gens ne savent pas quel est leur coût de vie, ils sont vraiment stressés et quand ils font le budget, noir sur blanc, peu importe la réponse, déjà là, c'est comme, OK, voilà ma situation et quelles mesures je prends pour améliorer mes finances. Donc, ça, c'est quelque chose que toutes les entreprises pourraient Mmh. remettre aux employés. Il y a plein de fichiers gratuits qui existent tout partout. Donc, oui, Ouais. c'est une chose. Sinon, ben, c'est de donner accès à de l'information financière. Tu sais, je donne un exemple, je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, mais je donne un exemple. Moi, j'envoie une infolette à tous les mois euh, aux entreprises. Puis, euh, il y a une section qui s'appelle Outiller vos employés. Donc, Mmh. les entreprises pourraient dire, bon, ben regardez, ce mois-ci, ben, voici tel outil pour vous aider de telle façon. Tu sais. Fait qu'il y a toutes sortes de trucs qu'on pourrait utiliser, mais si on aurait des informations régulières qu'on pourrait transmettre aux employés, bien, ça viendrait, ça vient ouvrir le sujet, ça vient aider.
On pourrait poser une question comme vous fondez une famille, ben, c'est quoi les impacts financiers? Qu'est-ce qui est possible de faire? Combien ça va me coûter? Est-ce que je peux avoir un régime épargne-études? De voir toutes ce qui va tourner autour de ça. Vous voulez vous acheter une maison, mais c'est quoi les impacts de l'achat d'une maison? C'est plus être en logement, c'est de devenir propriétaire. Fait que de poser des questions, donner de l'information, juste ça, là, ça va faire beaucoup de prévention. Eh oui, et ça reprend le point que vous mentionniez au tout début, hein, de la même manière qu'on le fait pour l'activité physique, qu'on le fait beaucoup en ce moment aussi pour la prévention, pour la santé psychologique. Il y a plein d'outils et de la même manière, on pourrait également le faire, on pourrait mettre le sujet des finances personnelles à ce niveau-là, l'intégrer dans des programmes de santé mieux-être de façon globale. Oui. J'aime beaucoup aussi la comparaison avec le livre de recettes que je trouve c'est très illustré et effectivement, parfois on a des ingrédients, mais on ne sait pas quoi en faire, mais il faut juste un pas à pas pour pouvoir aller de l'avant. C'est C'était ça. Puis je très le bien mentionne imaginé. parce que c'est ce que je vois, moi, dans ma pratique, dans les Ouais, coachings avec les gens. Alors, c'est comme ça que je les sens, les gens, là, sont comme tout mêlés, ils ne savent pas quoi faire. Puis là, quand tu remets les choses à la bonne place, ah, là, OK, je vois clair. ouais, 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 effectivement. Donc oui, et on avait une question également sur est-ce que de la formation sur la gestion du budget, ça se donne? Vous y avez répondu, là, Barbara, oui, ça se fait en ligne. J'imagine que oui, là, dans le contexte actuel, hein, ça se fait Oui, très bien. Ouais, ouais, oui, ouais. oui, absolument. Euh, Très bien. Bon, je pense qu'on arrive au bout de notre période de questions-réponses. Merci beaucoup, Barbara. Très intéressant. Vraiment, on a déjà eu l'occasion d'en discuter, hein, dans le cadre des activités du groupe. Moi, je ne me lasse pas de remettre le sujet sur le tapis parce que je trouve qu'il y a vraiment de l'intérêt et que c'est encore un sujet, effectivement, encore trop méconnu ou trop peu abordé. Mm. Effectivement. Merci à tout le monde de votre présence. C'était vraiment apprécié. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous jaser ça. Ouais, effectivement. Euh, Dans quelques minutes, juste au moment où je vais clôturer le webinaire, vous aurez la possibilité de donner votre avis, toujours sur WooClap, le code GESFIN. N'hésitez pas, on va vous envoyer également, on nous a posé la question de savoir si on enverrait la présentation. Alors oui, vous allez la recevoir, puis vous aurez également le code pour remplir le sondage. Les coordonnées de Barbara qui s'affichent à l'écran, n'hésitez pas à prendre contact avec elle pour toute question, si vous voulez explorer un petit peu plus loin le sujet, si vous avez des situations en entreprise que vous voudriez aborder avec elle. Je pense que voilà, Barbara se fera un plaisir d'y répondre. Ensuite, pour les événements à venir, 27 avril, le 7 mai et le 11 mai. Alors, 3 activités très différentes. On va parler du sommeil avec Annie Roberge, un webinaire Parole d'experte, comment le comprendre pour mieux le protéger ou le retrouver, notre précieux sommeil. Le 7 mai, une entrevue spéciale. Alors spéciale parce que Rémi Tremblay, pour ceux qui le connaissent, est intervenu au rassemblement Santé Mieux-être, un formidable orateur, conférencier, très, très inspirant. Il va revenir sur sa thématique justement abordée lors du rassemblement, mais sous forme d'entrevue. On va revenir un peu plus en profondeur. Et puis pour ceux qui souhaitent s'inscrire, envoyez-nous vos questions à l'avance. Vraiment, il est très friand de recevoir vos questions et de pouvoir y répondre en direct. Donc, une belle entrevue à venir. Et enfin, le 11 mai, un panel de fournisseurs de services bien préparés, le retour de votre employé en arrêt de travail. 3 fournisseurs qui sont experts dans ce domaine. Donc, ça va être très intéressant. Ils ont plein de trucs, que ce soit d'un point de vue
théorique, académique, mais aussi pratique, évidemment, pour bien accompagner ses employés dans ces contextes-là. Donc, 3 rendez-vous à noter à vos agendas. Également, les coordonnées du groupe. Vous connaissez maintenant nos réseaux sociaux. On est sur Facebook, sur LinkedIn. Rejoignez-nous par courriel ou par téléphone. Ça nous fera plaisir de répondre à vos questions ou à vos suggestions et commentaires. J'ai vu un commentaire pour le WooClap, quelqu'un qui n'a pas réussi à se connecter. On va vous envoyer le lien dans le courriel de remerciement, Francine, donc ne vous inquiétez pas, vous aurez la possibilité de vous connecter. Enfin, pour terminer, un merci à nos partenaires qui nous soutiennent, qui soutiennent le groupe Entreprises en santé, qui nous permettent d'organiser toutes ces activités. Donc, un grand merci à eux. Et puis, merci à vous, Barbara. C'était un immense plaisir, comme toujours, de se retrouver. Ça fait quelques séances où on se retrouve et vraiment, c'est toujours très instructif, très intéressant. Alors, belle continuation dans vos démarches pour accompagner le plus de personnes possible dans leur bien-être financier. Et puis, à tous nos participants, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour de nouvelles activités. Au revoir, Barbara. Bye bye, merci beaucoup. Bye bye tout Merci. le monde. Au revoir.